pose partout. Pour autant, le masque est-il efficace contre la transmission du virus? Pour Didier Raoult, la réponse est non, car la Covid ne se transmettrait pas de façon respiratoire. Le masque protège les gens dans le domaine du soin. Rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, c'est une situation sur laquelle il y a une certaine complexité à répondre parce que le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. Dans les espaces publics clos, en extérieur et bientôt en entreprise, l'obligation du port du masque gagne du terrain. Le médecin marseillais aurait préféré une simple recommandation. Si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens, qui voudrait imposer, faire. Moi, j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, et pas de masque. Il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Didier Raoult se veut rassurant sur l'évolution de l'épidémie. Selon lui, la maladie a changé depuis son apparition. Il constate des formes plus bénignes chez les patients. L'hôtellerie, l'automobile, la restauration, encore l'aéronautique, rares sont les secteurs aujourd'hui qui ne pâtissent pas de la crise. L'ADAR, le département de statistiques du ministère du Travail, recense aujourd'hui 275 plans de sauvegarde de l'emploi entre le 1er mars dernier et le 19 juillet dernier. Au total, 43 343 postes sont concernés. Par exemple, chez Air France, la direction a annoncé début juillet un plan social. Résultat, 7 580 postes, soit 16% des effectifs sont aujourd'hui menacés. Interrogé quelques jours après cette annonce, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, estimait à demi-mot qu'un plan social était inévitable. Et depuis le mois de juillet dernier, les entreprises sont toujours plus nombreuses à annoncer des plans sociaux. Parmi elles, l'agence de voyage TUI, Nafnaf, Alinéa ou encore André. Bon nombre de ces entreprises étaient déjà mal en point. Le Covid-19 leur a porté le coup de grâce. Alors pour tenter d'endiguer cette vague de licenciements, le gouvernement essaye plusieurs leviers. À commencer par le prêt garanti par l'État accordé à plus de 500 000 entreprises pour un total de 100 milliards d'euros, avec pour condition le non-versement de dividendes aux actionnaires. Un coup de pouce aux entreprises qui au final ne semble pas être suffisant. En début de semaine, c'est Camaïeu, l'enseigne de prêt-à-porter, qui annonçait à son tour un plan social. Si certaines entreprises sont rudement touchées par la crise et se doivent de remercier leurs employés, d'autres sont accusés par les syndicats de profiter de cette crise pour licencier. Et avec l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 en France, les entreprises voient aujourd'hui une nouvelle crainte surgir, la crainte justement d'un deuxième confinement. Une décision qui serait forcément dramatique pour les emplois et le tissu économique français. Je crois que ce que nous avons démontré, c'est que pour faire réagir, il faut une réponse coordonnée. Et malheureusement, depuis le début, on voit que la cohérence n'est pas du côté du gouvernement. Je ne vais pas refaire l'historique, mais quand même, repensons aux mensonges du gouvernement qui nous disait qu'il y avait des stocks de masques, qu'on ne savait pas les utiliser, que c'était compliqué, alors qu'on savait pertinemment qu'il n'y en avait pas assez, que les médecins couraient après, que les soignants couraient après. Ils se mettaient des sacs poubelles comme simple protection parce qu'ils n'avaient pas de masque, parce qu'ils n'avaient pas de surblouse, parce qu'ils n'avaient pas d'équipement pour se protéger. On voit que la cohérence, elle n'est pas du côté du gouvernement et malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, elle ne l'est toujours pas. Quand on voit qu'on a des rassemblements de plus de 5000 personnes qui sont interdits, mais que d'un côté, on autorise le Puy du Fou à aller jusqu'à 9000, qu'on demande de la distanciation, mais qu'on sait que déjà à la rentrée dans les écoles, cette distanciation ne sera pas respectée dans les classes, alors que les élèves, notamment en primaire, ne peuvent pas porter de masque. Qu'on est en train de se battre pour savoir dans quelle rue le virus circulerait plus qu'une autre, que soit les joggeurs, soit les cyclistes sont les plus contaminants, alors qu'on sait très bien derrière que malheureusement tout n'est pas fait. Et je ne prendrai qu'un seul exemple parce qu'il me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, nous savons que la ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne, a pris une sanction contre Anthony Smith, qui est inspecteur du travail, qui n'a juste fait que son travail pendant le confinement et qui a demandé des masques.
Il a demandé des masques pour des travailleuses qui sont des aides à domicile et il l'a demandé. Et pour ça, M. Anthony Smith est sanctionné par la ministre du Travail et doit quitter son travail et a subi une sanction. C'est un cas très particulier. Oui. Ce n'est pas un cas particulier. On va revenir effectivement. C'est la ministre pour les du Travail qui a pris cette décision. Ce que je veux dire, c'est que la cohérence des conditions à la rentrée en entreprise, on va en parler notamment. Porte sur cette question, parce que si vous voulez protéger, vous savez très bien que le premier lieu de contamination aujourd'hui en France, c'est sur le lieu de travail. Et aujourd'hui, on voit que Elisabeth Borne prend la décision de sanctionner un inspecteur du travail qui demandait quoi? Des masques. Alors, justement, on va en parler. Julie Garnier, est-ce que vous êtes choquée par ces images, par cette dérogation accordée au Puy du Fou? Je rappelle 9000 spectateurs hier soir en Vendée. Je crois que je ne suis pas la seule à être choquée. Je pense que peut-être même tout le monde de la culture est choqué. On sait que c'est un monde qui est à l'agonie et qui a besoin justement de rassemblement et il comprend mal pourquoi. Dans certains cas, c'est oui et dans d'autres, c'est non. Mais je voudrais revenir quand même sur les masques, c'est-à-dire que s'il y a une utilisation massive, puisqu'il faut une utilisation massive des équipements de protection, pourquoi est-ce que ces équipements ne sont pas distribués? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas gratuits? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas utilisés comme un moyen massif, finalement, de lutte contre la pandémie? Moi, c'est une question qui est juste de bon sens. Vous n'avez pas le sentiment que c'est déjà le cas? Qu'il soit gratuit? Non, pas du tout. Non, pas la gratuité, mais le fait que la majorité des Français aujourd'hui en utilisent. Ouais, je vais vous dire ce que je vois concrètement, c'est que comme je prends très souvent les transports en commun, ce que je vois, c'est qu'au début de la pandémie, je voyais des gens en sortant du train qui avaient l'habitude de le jeter dans la poubelle et aujourd'hui qui le mettent plutôt dans la poche pour pouvoir le réutiliser après. Parce que ça a un coût. Ça a un coût, ces masques. Pour une famille, c'est estimé à 1 200 € par an. Vous vous rendez compte, 1 200 € par an? On vit dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, où on a des gens qui travaillent et qui vivent dans leur voiture. Alors, imaginez ce que c'est qu'en plus de devoir acheter des masques. Pourquoi est-ce que, si c'est si utile que ça, puisque justement nous ne pouvons pas nous permettre le coût d'un reconfinement, comme vous dites, eh ben, mettons le prix justement dans les masques, faisons en sorte qu'ils soient accessibles et plutôt que de distribuer des amendes, distribuons des masques tout simplement. Voici l'arrière-cuisine de la Startup Nation. Ils sont près d'une centaine, des livreurs sans papier, employés par Frischti, une plateforme de livraison de repas basée à Paris. Sans papier et désormais sans emploi, car depuis le mois de juin, Frischti a entrepris de les licencier en bloc. Je m'appelle Siaka Fofana, je travaille sous alias chez Frischti. Je travaille chez Frischti depuis avril 2019. Le nom que je porte, le nom à l'état civil Siaka Fofana n'est pas connu. Voilà, c'est le nom avec lequel je travaille chez Frischti qui est connu au fait. Donc quand je dis que je travaille sous alias, voilà un peu comment ça se passe. Chez Frischti, je suis payé selon ce que tu fais. C'est-à-dire l'heure est payée à 5 € et chaque commande livrée, tu es payé à 50 centimes. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, il s'est passé que Frischti a envoyé un mail à tous les coursiers leur demandant de présenter une pièce d'identité avant d'avoir accès au hub pour travailler. Nous, livreurs de l'Afrique subsaharienne ou d'autres nationalités, on ne pouvait pas travailler. Parce que même si tu travailles sous alias, il fallait présenter la pièce d'identité, il fallait voir que c'est la même personne. Je veux pas que tu nous fournisses une pièce d'identité en cours de validité, mais également avec un titre de séjour valide. Vous n'avez pas de titre de séjour hein? Étant donné que nous n'avons pas de papier valide pour ton compte, on est obligé de le suspendre. Je me suis inscrit avec mon nom, date de naissance, informations et tout. Pour pièce d'identité, j'ai mis mon passeport malien que j'avais. Par contre, ils avaient marqué de venir avec le numéro sirène ainsi qu'en pièce d'identité, mais sur place, ils ne m'ont pas vraiment demandé vu que j'avais déjà téléchargé ça lors de mon inscription. Ici, c'est déjà depuis longtemps qu'on n'a pas de papier, nous. Mais pourquoi Frischti décide de nous virer maintenant, aujourd'hui? Ça, on ne sait pas. Donc, on a fait la manifestation. On a commencé le 3 juin et on était tous ensemble. On ne pouvait pas travailler avec Frischti pendant des années et être abandonné, être jeté. Donc, les actions ont commencé et la Frischti est obligée de réagir parce qu'au cours de la lutte, il y a la CGT avec d'autres syndicats qui sont joints à la lutte pour nous permettre de porter notre voix. Et au sortir des négociations, ils nous ont dit vous serez régularisés parce que c'est ce qu'on a exigé. Et après, on apprend en interne qu'il y a eu des critères qui ont été fixés, selon lesquels il fallait faire au moins 2 ans sur le territoire et avoir un chiffre d'affaires de, je crois, 9 000 € avec Frischti. Donc, pour ceux qui rentraient dans ces critères, certains
y compris moi, nous étions contents parce qu'on s'est dit oui, en fin de compte, notre travail sera payé, notre travail sera récompensé, nos efforts seront récompensés. Finalement, seule la moitié des livreurs ont eu accès à la régularisation. Certains, parmi les exclus, ont eu droit à une compensation de 1 400 € de la part de Frischti. Mais pour l'obtenir, il a fallu signer un accord avec l'entreprise dans des conditions troublantes, d'après certains livreurs. Ils nous ont dit d'abord d'éteindre les téléphones et ensuite nous dire que rien ne sort dans la salle. Et lorsqu'on avait fait on avait respecté toutes ces règles-là, on avait un représentant qui avait lu le texte. C'était la proposition de l'accord de Frischti. Donc le texte c'est comme quoi tout ce qu'on va signer aujourd'hui ici dans cette salle, donc comme quoi on ne va pas nuire le nom de Frischti sur les réseaux sociaux. Je sais que quand je lis, je peux comprendre quelque chose dedans. Mais lorsque j'ai commencé de lire, la dame m'a dit que non, Fofana, tu ne dois pas lire. Tu dois écrire le commencement de ton nom et le prénom. FS, FS, sur toutes les pages. J'ai dit, mais comment se fait-il? Je ne dois pas signer quelque chose, j'ignore le but. Et par la pression de cette dame, et par la pression du groupe aussi qui est derrière moi, j'ai pu signer parce que je ne suis pas le seul. Donc j'ai signé, comme les autres aussi ont fait. On ne sait pas pourquoi on a été rayé de la liste ou d'autres ils ont eu 1 400 € et non la régularisation. Aujourd'hui, nous, on sommes là tous ensemble pour avoir le même statut. Ça veut dire avoir accès à la régularisation tous ensemble. Frischti était bien au courant que nous, les sans-papiers, on a travaillé pour eux et on continue de travailler pour eux jusqu'à aujourd'hui. Parce que eux, le plus important pour eux, c'est que les commandes soient livrées. C'est de faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et si cette grande majorité, cette colonie des sans-papiers se retire de leur business, mais leurs commandes ne seront pas livrées. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être les papiers, qui n'accepteront pas d'aller peut-être pédaler des vélos pendant des heures pour livrer des commandes, pour livrer des repas. Ça, je ne crois pas du tout. Certains vont le faire, mais par contre, d'autres ne le feront pas. Donc, un sans-papier, quelque part, je trouve qu'il n'a pas trop le choix. Ah, ben, j'ai pas d'autre boulot, ouais, il faut que je fasse ça pour m'en sortir, pour nourrir ma famille, payer mon loyer, mes factures. Donc, lui, il le fait peut-être par conviction, par volonté, mais surtout par contrainte, parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire. En direct avec Antoine Léaumont. Voilà, vous nous entendez. Oui, un risque d'ingérence, écrit donc Jean-Luc Mélenchon. Vous estimez au sein de la France Insoumise que le président français ne devait pas aller, en tout cas dès hier? Non, alors d'abord, commençons par dire une chose. C'est utile et indispensable que la France, qui est une grande puissance, envoie de l'aide humanitaire au Liban qui en a besoin pour faire face à cette crise. Après, il y a deux choses qui posent problème. D'abord, que le président de la République se rende le lendemain de la catastrophe au Liban. Je pense que les autorités libanaises ont autre chose à gérer que la venue du président de la République française sur place. Après, sur place, Monsieur Macron a eu un comportement qui clairement est, disons, au minimum gênant. Quand il dit aux gens, oui, vous inquiétez pas, on va donner de l'aide, mais que si des réformes sont mises en place. Mais de quel droit s'adresse-t-il comme ça aux Libanais? De quel droit dit-il aux Libanais ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils sont censés décider? Je veux dire, le Liban est un pays souverain, ce n'est pas un protectorat français, et les Libanais font les choix qu'ils veulent en matière de politique. Mais si Monsieur Macron veut parler de réforme, qu'il s'intéresse à ce qui s'est passé au Liban depuis des années avec la révolution citoyenne qui est en cours au Liban. S'il veut voir des réformes mises en place au Liban, qu'il soutienne des révolutions de ce type, des révolutions citoyennes. Et au final, il y a entre les Libanais et les Français une amitié assez forte sur ce thème. Le mouvement qui s'est mis en place au Liban de révolution citoyenne, il est assez proche finalement du mouvement de révolution citoyenne qu'on a eu en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc je ne suis pas sûr que Monsieur Macron connaisse très bien la situation du Liban et que quand ils disent on doit mettre en place des réformes au Liban, ils sachent bien de quel type de réforme il est en train de parler. Il a bien pris soin de rappeler qu'il était là pour soutenir la population libanaise et non pas directement le gouvernement libanais. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette venue du président français peut être aussi une sorte d'électrochoc ou en tout cas de déclic pour ce gouvernement libanais qui est très très critiqué par la population libanaise?
Mais enfin, mais de quel droit le président de la République française devrait être un déclic pour un gouvernement d'une puissance étrangère? Est-ce qu'on estime que si Monsieur Trump venait en France, imaginons une catastrophe en France, Monsieur Trump vient en France et dit « je vais donner de l'argent, mais alors par contre vous allez devoir mettre en place des réformes avant qu'on s'y mette ». Vous imaginez le tollé que ça susciterait dans notre pays? Est-ce que c'est parce que c'est des Libanais que vous ne vous rendez pas compte de la situation que ça représente? Je suis désolé, mais un président d'une puissance étrangère qui vient dans un pays et qui dit « vous devez mettre en place un certain nombre de réformes, sinon on vous aidera pas », ça n'est pas normal, ça n'est pas une situation normale. Et particulièrement du fait de l'histoire que nous avons eue dans le passé avec le Liban. Je pense que quand on est un président de la République française, qu'on se rend au Liban, on doit faire très 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 attention à ce qu'on dit. Et les propos qu'on tient dans la rue sont sans doute, maintenant que ces propos peuvent être filmés, peuvent être connus, sont aussi importants que ceux qu'on va tenir dans des cercles plus fermés avec les dirigeants du pays. Donc non, que notre président se rende dans ce pays et tienne ce genre de propos, moi je suis désolé, en tant que Français, ça me choque. Je ne suis pas d'accord avec le président qui tient ce genre de propos. Après, Monsieur Macron s'est a priori rattrapé, il a dit des choses comme le Liban est un pays souverain qui a élu son gouvernement, et il est évident que le gouvernement doit prendre lui-même les décisions de manière souveraine. Ce genre de propos-là va dans le bon sens pour corriger ce qu'il avait dit avant. Mais le problème, c'est ce qu'il a dit avant. Le problème est les propos qu'il a tenus avant. Donc l'aide humanitaire pour le Liban, oui, mais elle ne doit pas être conditionnée à des réformes. Elle doit être organisée éventuellement, mais pas conditionnée à une politique qu'on voudrait que le Liban mette en place. Ça n'est pas normal. Ça veut dire que vous êtes complètement hostile à ce fameux droit, même devoir d'ingérence que défendait par exemple Bernard Kouchner lorsque François Mitterrand en 1992 s'était rendu dans la capitale bosniaque Sarajevo qui était assiégée par les Serbes. Ce droit, ce devoir d'ingérence défendu par certains en France, vous pensez qu'il n'est plus valable aujourd'hui ? Mais on parle. Alors, attendez, le droit d'ingérence, il dépend largement de la situation. Là, il s'agit de venir en aide, d'apporter de l'aide humanitaire à un pays qui vient de subir une explosion dramatique pour sa capitale. Est-ce qu'il s'agit de devoir renverser le gouvernement, mettre en place une autre politique? Est-ce que c'est des dictateurs au Liban? Non, la situation, elle est différente. Il y a un gouvernement qui est critiqué par la population, qui est critiqué pour les liens qu'il entretient avec l'oligarchie financière du pays. Il faut savoir qu'au Liban, vous avez 7 personnes qui détiennent l'équivalent du quart du PIB du Liban. Voilà, si on veut mettre en place des réformes, que les riches commencent par partager leurs richesses et qu'ils commencent par donner de l'argent. Ce n'est pas normal que le président de la République vienne en disant, en gros, vous devez mettre en place les réformes qui sont demandées par le FMI et la Banque mondiale. Non, c'est pas ça qu'on attend du président de la République française. C'est autre chose. C'est éventuellement un soutien aux mobilisations citoyennes qui ont lieu, ça, pourquoi pas. Mais l'ingérence pour mettre en place la politique du FMI et de la Banque mondiale, je suis désolé, c'est pas ça le rôle de la France au Liban. Quand on identifie un con dans la rue, dans sa famille, parmi ses amis ou les fréquentations de ses amis, on a toujours tendance à se focaliser sur l'objet. C'est-à-dire il y aurait une personne, un abruti ou une idiote qui serait vraiment la lie de l'espèce humaine. Quand on formule ce jugement, on est soi-même en train de cesser de faire certaines choses qui sont indispensables à l'être humain, et notamment donc comprendre ou faire preuve d'empathie. Donc au fond, il y a toujours 2 cons quand on parle de conneries. Il y a celui qu'on identifie comme un objet et celui qu'on est en train de devenir ou de redevenir. Il faut lutter contre les 2. Donc il y a un petit drame personnel à l'origine de ce livre-ci. Et comme j'avais donc un colocataire particulièrement peu respectueux et ayant des amis bruyants, il m'a été indispensable à un certain moment d'ouvrir la porte aux réflexions que la situation m'inspirait. Et au fond, c'était une manière pour moi de laisser mon émotion, elle aussi, prendre en quelque sorte les rênes de ma réflexion philosophique. Pour ça, je lui suis très reconnaissant. C'est ma muse la plus inattendue, mais l'une des plus importantes. Nous ne pouvons pas toujours nous libérer des cons, soit par le mépris, soit en les oubliant. Oui, mais quand c'est votre supérieur hiérarchique, vous allez le voir tous les jours. Quand c'est la personne avec qui vous êtes marié et que vous voudriez plus fréquenter, mais en attendant, voilà. Ces situations-là, en fait, nous imposent de faire avec. Que faire des cons ?
évidemment, on a envie de dire, bah, envoyez-les sur la Lune ou n'y pensez plus. Oui, mais ça n'est pas toujours possible. Donc c'est cette nécessité de faire avec qui est au cœur du livre et qui nécessite que nous inventions des techniques pour justement les accepter. Face à un con, la plus grande difficulté, c'est précisément de s'éloigner de la personne, de ne plus considérer la personne et se concentrer entièrement sur la situation. Avec ce type de stratégie, on diminue très fortement l'intensité affective, c'est-à-dire l'agacement, le fait qu'on n'en peut plus, et on apprend à déplacer des éléments qui sont neutres et qui vont permettre justement de trouver une issue au conflit. En plus, je suis un grand dessinateur. On peut dire que la connerie a, pour ainsi dire, augmenté d'une manière algorithmique, justement du fait que si vous êtes en colère, vous allez trouver d'autres gens en colère qui vont en fait vous enfermer dans votre colère et dans ce que nous appelions le naufrage interactionnel. Vous allez continuer à vous naufrager avec d'autres naufragés. Donc l'idée, c'est plutôt de sortir de ce cercle et de réussir à travailler plutôt avec ceux qui sont vos adversaires, pas ceux qui sont d'accord avec vous. Les réseaux, paradoxalement, nous ont enfermés dans le cercle de ceux qui sont d'accord avec nous, dont vous verrez en fait qu'il va finir par se réduire et vous serez le seul au monde parmi un océan de cons. Une bonne question, c'est une question conne. C'est-à-dire, c'est une question qui place celui qui la pose dans la position de l'ignorant. Et justement, l'un des propos du livre, c'est que nous apprenions tous à se positionner dans cette posture de l'ignorant et pas justement de celui qui sait ce qu'il en est de la morale et du bien et du mal et qui va donner des leçons aux autres. Apprendre à recevoir des leçons des autres, c'est la grande proposition du livre. Et quand on est face à des gens que l'on juge moins intelligents que soi, c'est très difficile de rester intellectuellement humble. Or, c'est indispensable parce que c'est justement ce défaut d'humilité qui fait des gens les plus instruits des parfaits cons.